Bonjour Alain Marbeuf. Bonjour. Le martinisme, tel que nous le connaissons, est l'héritage spirituel de Louis-Claude de Saint-Martin, qui était lui-même disciple de Martinez de Pasquali. Mais il est un autre mystique qui est cher au cœur des martinistes, Jean-Baptiste Villermoz. Et c'est à lui que nous allons consacrer cet entretien. Alors je vous remercie de m'avoir invité pour ce thème-là, qui effectivement est très important dans le cadre du martinisme. Alors on sait que Jean-Baptiste Villermoz et Louis-Claude de Saint-Martin furent tous deux initiés dans cet ordre, du temps bien sûr de Martinez de Pasquali, et le plus haut grade qui leur a été conféré dans le cadre de l'ordre des élus Cohen. Eh bien, pour Villermoz, cela s'est passé en 1768 et pour Saint-Martin en 1772. Alors l'histoire et la pensée de Saint-Martin sont assez bien connues, peut-être un peu moins la vie et l'œuvre de Jean-Baptiste Villermoz. Alors tout d'abord, comment se présente sa vie et son œuvre au sein de l'ordre des élus Cohen dont vous nous avez parlé, et aussi au sein de la franc-maçonnerie régulière? Eh bien, écoutez, on peut commencer par un tout petit peu d'histoire, un petit peu de biographie pour Villermoz. Donc, il est né le 10 juillet 1730 à Lyon. Il était le fils aîné d'une famille aisée de Lyon, dans le milieu de la soierie lyonnaise, et fils aîné d'une famille de 12 enfants. Alors, il lui-même était négociant en soierie. Il a été aussi administrateur de l'hospice de Lyon et il a mené finalement une vie confortable. Il s'est consacré dans ce cadre-là, hors de tout problème financier, au mysticisme. Il avait tout loisir pour le faire dès son plus jeune âge. Alors il était très intéressé sur le plan religieux par le christianisme. Et il est aussi, également, il s'est consacré à la pratique de l'occultisme. Et avec son frère, qui était médecin, il va s'occuper aussi un petit peu d'alchimie. Ils vont monter un atelier d'alchimie. Donc, vous voyez, ils ont fait quand même beaucoup de choses différentes. Et dans ce cadre-là, Villermoz a désiré aussi voir d'autres choses au niveau de l'occultisme. Et lors d'un de ses voyages à Paris, il a rencontré des élus Cohen, il a rencontré Martinez de Pasquali, et c'est à ce moment-là qu'il a été initié, après sa présentation au maître de l'ordre. Il a été reçu à Versailles dans le tribunal souverain, c'est-à-dire ce qui était l'organisme suprême délivrant les initiations. De retour à Lyon, qu'a-t-il fait? Il a mené sa vie de maçon, qu'il avait déjà commencé beaucoup plus tôt, à l'âge de 20 ans. Et en même temps, il s'est consacré à cet ordre des Cohen. Il a créé un temple Cohen à Lyon, rattaché à une loge, comme l'avait fait Martinez de Pasquali quelques années auparavant à Bordeaux. Il va s'adonner avec constance à ce qui était dans les rituels, la théurgie, et il aura d'ailleurs quelques difficultés. Et bien sûr, comme tout élu Cohen, il y avait tout un ensemble de prières journalières, toutes les 6 heures, qui rappelaient un peu celle d'un moine dans une abbaye, les laudes, tierces, nonnes, etc. Alors Villermoz, il va rester fidèle à son engagement maçonnique. Alors comment est-ce qu'il concilie son engagement maçonnique avec son appartenance à l'ordre des élus Cohen? Eh bien, on a malgré tout des informations sur le sujet, ne serait-ce que par les échanges de lettres entre Martinez de Pasquali et Villermoz. Malgré tout, pendant ce temps-là, il a continué, notre cher Jean-Baptiste, à s'intéresser à la maçonnerie, à la franc-maçonnerie. Et qu'est-ce qu'a-t-il fait? Il a contacté le rituel un peu particulier que l'on appelait la stricte observance templière. Alors,
si l'on continue un petit peu au niveau chronologie, on sait qu'en mai 1772, Martinez s'est embarqué pour les Antilles, plus exactement Saint-Domingue, où il avait de la famille, et le 18 décembre 1772, c'est-à-dire la même année, quelques 3 mois plus tard, il écrit au baron de Hund, qui était le grand maître de l'ordre de la stricte observance, l'ordre maçonnique, et il lui propose une collaboration entre son ordre et les élus coernes. Simplement, il a fait quand même attention à ne pas dévoiler les rituels de l'ordre des élus coernes, puisqu'il s'y était engagé lors de ses différentes initiations. Et donc septembre 73, donc presque 9 mois après, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Saint-Martin va rejoindre Villermoz à Lyon. Ça va être en quelque sorte le début d'une collaboration intense, fructueuse sur le plan mystique entre Louis-Claude de Saint-Martin et Villermoz. Puis un an passe, septembre 1774, Martinez de Pasquali, après une maladie, meurt. Donc l'ordre va progressivement péricliter en l'absence du maître, si ce n'est qu'auparavant, on pourrait dire que Martinez de Pasquali a continué à rédiger des rituels, à corriger le traité de la réintégration, qui est son texte majeur, que les francs-maçons et les martinistes connaissent bien. Alors, les deux compères, Saint-Martin et Villermoz, vont être aidés d'un troisième larron, pourrait-on dire, un troisième élu Cohen élevé au plus haut grade, celui de Réaucroix, par un Toulousain, Jean-Jacques Duroy d'Hauterive. Et ils vont faire un examen approfondi des enseignements de Martinez de Pasquali, et c'est ce que l'on va appeler les leçons de Lyon, parce qu'elles se tenaient effectivement à Lyon, dans l'appartement de Villermoz. Alors, comme je le disais, malgré leurs efforts, l'ordre va péricliter. Les temples vont fermer les uns à la suite des autres. Alors on pourrait dire malgré tout qu'il a continué à vivre un petit peu encore, à poursuivre ses activités, à poursuivre les enseignements à Toulouse avec Duroy d'Hauterive. Et puis les pratiques théurgiques finalement vont apparaître de plus en plus difficiles à mener à bien. Saint-Martin va vouloir s'en détacher très rapidement, et Villermoz va se rendre compte tenu de ses propres difficultés personnelles, que ce n'était pas forcément la chose à faire. Donc divergence des chemins ensuite, puisque Saint-Martin va commencer à écrire un livre, Des erreurs de la vérité, sous le pseudonyme du philosophe inconnu, et Villermoz va se consacrer exclusivement à la franc-maçonnerie, et notamment à la réforme de la stricte observance templière. Alors, comment justement Jean-Baptiste Villermoz va-t-il mener l'entreprise qui consiste à réformer la maçonnerie, notamment dans le cadre de la stricte observance templière? Eh bien, on pourrait dire que Villermoz, d'abord pendant 2 ans, Villermoz et Saint-Martin ont été abusés par, je dirais, le spiritisme. Il y avait un personnage qui se présentait et qui dictait des textes que l'on appelait l'agent inconnu. Donc cela a duré près de 2 ans. Et puis progressivement, Saint-Martin comme Villermoz se sont rendus compte qu'ils étaient abusés. Donc ils ont, après cette expérience malheureuse, ils ont poursuivi leur implication différentes dans les domaines qui les intéressaient. Alors pour ce qui est de Villermoz, donc c'était la maçonnerie templière, donc il a des contacts de plus en plus fréquents avec le grand maître de cet ordre, le baron de Hund, puis après avec son successeur, le duc de Brunswick, Ferdinand de Brunswick. On arrive en juillet 75, Villermoz est reçu et armé chevalier, un des plus hauts grades à l'époque dans ce régime de la stricte observance. Et il va porter le nom d'ailleurs, un joli nom, Eques ab Eremo, le chevalier du désert. C'est très joli pour quelqu'un qui vient de perdre son maître spirituel. Alors, bien sûr, il va douter de la filiation templière, de ce rite-là, et il va essayer de le réformer.
Alors ça va durer 2-3 ans, puis en 78, vers la fin de l'année 1778, il va y avoir une réunion, qu'on appelait le Convent des Gaules, parce qu'il s'est tenu à Lyon, et cela va correspondre à une mise en route officielle de la réforme de ce rite-là. Et alors 4 ans après, 1782, en Allemagne, à la ville de Wilhelmsbad, donc la mise en place de cette rectification, d'où le terme de rite écossais rectifié qui va s'en suivre et qui va succéder donc au rite de la stricte observance. Alors il y a une question qui se pose. Est-ce que Mozart, Haydn, Beethoven, Liszt, Goethe ont été des francs-maçons dans ce rite-là? Alors il n'en est rien, le rite n'existait plus à cette époque-là. En Autriche et en Allemagne, c'est probablement un rite d'origine scandinave, mais qui est imprégné de rosicrucianisme, de kabbale, de théosophie, comme on peut s'en rendre compte par exemple en se régalant par l'opéra conte initiatique La Flûte enchantée, composé par Mozart avec son librettiste Emmanuel Schikaneder. Alors Jean-Baptiste Villermoz a été longtemps, vous nous l'avez dit, le disciple de Martinez. Alors la question qu'on se pose, c'est dans quelle mesure l'héritage de ce dernier peut-il être retrouvé dans le rite écossais rectifié? Alors on pourrait dire évidemment que la cosmogonie chère aux élus Cohen, dans la version du rite rectifié, elle est voilée. Mais il y a malgré tout un parallèle, une correspondance entre les grades de l'ordre créé par Martinez et de l'ordre correspondant à cette franc-maçonnerie particulière, très épurée. Par exemple, 3 grades classiques de la maçonnerie, apprenti, compagnon, maître, un grade charnière, maître écossais, puis l'ordre intérieur avec 2 grades, écuyer novice et chevalier bienfaisant de la Cité Sainte. Et ensuite, Villermoz va ajouter 2 autres grades, professe et grand professe, qui alors là sont vraiment inspirés des rituels, notamment de celui du grade de Ré-aux-Croix. Alors, bien sûr, d'autres influences auraient pu jouer sur le rite écossais rectifié, dans la mesure où Villermoz a contacté par 2 fois Cagliostro, ils se sont rencontrés, mais Cagliostro, son christianisme était peu orthodoxe, la magie était très présente, ça rappelait un petit peu la théurgie, donc ça n'a pas donné de suite pour le rite rectifié. Et puis il y avait aussi le magnétisme de Franz Anton Mesmer, le médecin autrichien qui était sur Paris à l'époque. Donc tout ceci sans influence sur le rite rectifié. Alors les années qui vont succéder à la création du rite écossais rectifié sont celles de la Révolution et sont donc très agitées. Alors que devient Jean-Baptiste Villermoz et ses compagnons dans cette tourmente? Bien, cela aurait pu très mal se passer, parce qu'en 1794, la terreur jacobine va s'abattre sur Lyon, qui était resté fidèle aux idéaux des Girondins, et Villermoz avait d'ailleurs la fonction d'administrateur des hôpitaux, donc lui et sa famille sont persécutés. Un de ses frères, Antoine, ainsi que Jean-Baptiste Villermoz, donc sont arrêtés. Le frère de Villermoz est guillotiné, et Villermoz ne doit la vie sauve que par l'intervention de son frère et surtout par le fait que la programmation de son exécution devait être faite bien, le lendemain de la chute de Robespierre. Donc il a été sauvé par le gong, pourrait-on dire, d'une manière un petit peu audacieuse. Il a voulu sauvegarder malgré tout dans la tourmente ses archives, sa correspondance, que l'on retrouve maintenant à la bibliothèque municipale de Lyon. Alors ça contient des correspondances, des rituels, aussi bien des élus Cohen que du rite rectifié. Et ce qui est intéressant, c'est que pour un historien, pour un martiniste, pour un franc-maçon, c'est qu'on retrouve tout un tas d'événements qui sont décrits dans ces archives-là. Alors 2 années après, il a 66 ans, il va épouser une très jeune femme de 24 ans. Et quelques années de bonheur, on pourrait-on dire, il va avoir un fils. Et puis ensuite, bien sûr, les événements tristes vont se succéder. Il perd son ami Saint-Martin en 1803.
Et puis des deuils familiaux. D'abord son épouse en 1808, 2 années après, c'est sa sœur, et 2 années après, en 1812, donc c'est son fils. Mais malgré tout, il va continuer à être actif, il va rédiger d'autres rituels. Il sera conseiller général du département du Rhône pendant tout l'Empire. Il reprendra ses activités de chevalier bienfaisant de la Cité Sainte, donc en 1804. Et en 1824 arrive l'heure de son passage dans un autre monde. Il décède le 29 mai. Et voilà donc un homme qui aura connu Louis XV, Louis XVI, la Révolution, le Consulat, l'Empire et la Restauration. Une vie bien remplie. Alors, au-delà des péripéties de l'histoire, revenons donc au fondement de la pensée de Jean-Baptiste Villermoz. Et comment, si tant est que cela soit possible, pourriez-vous résumer cette pensée ? Alors la pensée de Villermoz, elle est vraiment orientée sur la loge et le temple, qui sont des correspondances imagées de notre microcosme, dans le microcosme. Et cela est bien décrit dans les leçons de Lyon. Et par exemple cet extrait-là, le corps de l'homme est une loge ou un temple, qui est la répétition du temple en général, particulier et universel. Alors il va y avoir un ensemble imposant, comme je l'ai dit, de rituels, de catéchismes, car il était persuadé de la nécessité de l'initiation conjointement à la prière. Initiation, passage obligé par lequel l'homme peut espérer intégrer son corps glorieux, son état d'état primitif. Et par exemple, on peut voir l'instruction secrète pour la réception des prophètes, qui n'est pas tout à fait le plus haut degré, mais qui est quand même symptomatique, dans l'état primitif de l'homme. Sa science consistait dans une pleine et parfaite connaissance des actes qu'il devait faire pour remplir avec précision la loi qu'il avait reçue de l'Éternel. Loi qu'il ne pouvait exécuter sans connaître en même temps la nature et les prérogatives de tous les êtres émanés du Créateur. Alors, après ce qu'on appelait la prévarication, la chute, suivant les terminologies religieuses, une nouvelle science doit donc effectivement remplacer la vraie science primitive qui a disparu. Et pour Villermoz, il n'y a qu'une voie qui conduise à la vérité, et si vous pensiez autrement, dit-il, il faudrait abjurer cette erreur. Donc finalement, en conclusion, il a retenu l'initiation, contrairement à Saint-Martin. Donc il est resté, malgré tout, en enlevant la théologie, très proche de son maître, Martinez de Pasquali, malgré une christianisation importante du rite rectifié. Alors, on connaît un ouvrage, en dehors des rituels et instructions, qui a été écrit par Villermoz, c'est L'Homme-Dieu, traité des deux natures. Alors, résumez-nous un peu cet ouvrage. Alors c'est un ouvrage qui est intéressant. Il est resté à l'état de manuscrit, il n'a pas été publié du vivant de Villermoz, il a été probablement écrit vers 1818. Il commence par résumer la création, et cela correspond à ce qui est décrit dans le traité de la réintégration de Martinez. Il dit que la nature de l'homme était quaternaire, et que après la chute, elle devient ternaire, et donc il y a la nécessité de faire intervenir un réparateur, le Christ, par opposition à cette nature devenue ternaire. Et pourquoi ? Parce que l'homme possède deux substances, l'âme et le corps de matière, et un esprit intelligent immortel, par lequel il est vraiment image et ressemblance de Dieu. Alors l'homme-dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, rassemble pendant sa vie temporelle, sa vie terrestre, toutes ces substances, tous ces états de l'homme, et en même temps l'être même de Dieu pour l'éternité. Autrement dit, lui, il est quaternaire à ce niveau-là. Bon, il est doublement quaternaire parce qu'il est quand même dans la divinité. Alors, détail à propos de la résurrection du réparateur, il dit qu'elle n'est qu'apparente. Par le dépôt dans le tombeau, dit-il, des éléments de la matière, il ressuscite dans une forme glorieuse qui n'a plus que l'apparence de la matière. Ce n'est plus une résurrection du corps. Et il va terminer en glorifiant la croix en tant que symbole universel et image du paradis terrestre. Et à ce propos, on peut se rappeler le tableau universel
où on peut retrouver une croix dans le jardin d'Éden, dans le haut du tableau. Alors, on pourrait conclure à ce propos en disant que les réveilleurs du martinisme, c'est-à-dire Papus et Augustin Chaboseau, ont intégré ensemble Martinez de Pasquali, Saint-Martin, Villermoz, comme guide de l'ordre martiniste traditionnel. Mais malgré tout, reste un hommage presque mot pour mot identique vis-à-vis de Martinez, hommage donc de Villermoz et de Saint-Martin. Alors Saint-Martin disait de Martinez: cet homme extraordinaire a été pour moi le seul homme vivant de ma connaissance, dont je n'ai pas fait le tour. Tandis que Villermoz dit: cet homme extraordinaire auquel je n'ai jamais connu de second. Donc une fidélité à Martinez de Pasquali, illustrée par l'initiation au grade de grand architecte de l'ordre des élus Cohen en 1813 par Villermoz vis-à-vis de Frédéric Rudolf Salzmann. Il y a une lettre de remerciement d'ailleurs de Salzmann à Villermoz sur ce sujet. Voilà ce que l'on pouvait dire en résumé sur Jean-Baptiste Villermoz. Eh bien, merci Alain Marbeuf pour cet très intéressant entretien. Merci.